Suzanne Debec, bonjour. Bonjour. Et bonjour Lily, puisque tu es accompagnée aujourd'hui. Bienvenue dans le 3e épisode de Second Rôle, le podcast qui met au premier plan les grands acteurs et actrices du cinéma français au travers des seconds rôles marquants de leur carrière. Et on est toujours au MacGuffin, cette très belle librairie spécialisée dans le cinéma, dans le 5e arrondissement de Paris. Suzanne, je vais commencer par une petite présentation pour qu'on apprenne un peu mieux à te connaître. Tu es née à Paris, d'un père historien et critique de cinéma et d'une mère professeure de littérature. Oui. Depuis l'âge de 8 ans, tu dis vouloir être actrice en te filmant dans des adaptations d'Agatha Christie. Alors, je rectifie. Ah, c'est pas vrai? C'est Rebecca Varder qui faisait les adaptations et moi, je jouais dedans. Ok. Voilà. Je tiens à rétablir la metteuse en scène. Ok, ça marche. On reparlera de Rebecca un peu plus tard dans mon crime. Mais donc, c'est à 15 ans que tu dis avoir le déclic en voyant Notre Terreur de Sylvain Creusevaux au Théâtre de la Colline. Adolescente complexée, fan de Charme, de Thierry Henry et Ségolène Royal. Une fois le bac en poche, tu fais la classe libre du cours Florent et tu prends de manière positive la remarque d'une camarade qui dit que tu parles comme une gogole. Une manière un peu originale de dire que tu es drôle et singulière. Et alors que tu es stressée par plusieurs échecs au concours d'entrée d'école de théâtre, ton beau-père te fera une remarque à la caisse du Super U de l'Encloître. Si jamais tu n'as pas tes concours de théâtre, tu pourras t'inscrire à Miss Poitou. Et là, tu es finalement admise dans la promo 6 de l'école du Nord à Lille. Et en 3e année, Cécile Garcia-Fogel te lance le défi de partir 1 mois sans téléphone ni ordinateur et de trouver un projet dans lequel tu dois être ta propre actrice. Et là, tu te souviens de cette fameuse remarque de ton beau-père et tu décides de t'inscrire à l'élection de Miss Poitou-Charentes sans dire aux autres participantes que tu es actrice. Et ayant dépassé l'âge limite, tu trafiques ta carte d'identité. Mais j'adore ce portrait. Ah ouais, tant mieux, tant mieux. Et tu passeras les 2 premiers tours de sélection avant d'être finalement évincé. Et le spectacle Tenir debout que tu mets en scène sera alors le récit de cette expérience, mais aussi des échanges réalisés après l'élection, puisque tu as révélé aux candidates ton histoire et pourquoi tu faisais ce projet. Récemment, tu as vu dans Mémoire de fille, un seul en scène adapté du récit autographique de la première expérience sexuelle d'Annie Ernaux. J'ai eu la chance de le voir au théâtre de la Ville en décembre dernier. J'étais assez bouleversé par ton interprétation. Merci. Voilà. Et elle est ponctuée par un témoignage un peu plus personnel, notamment d'une expérience avec un footballeur de Valenciennes. Et en parallèle de tes projets au théâtre, on t'a vu dans des séries comme Derby Girl ou encore récemment la 2e saison d'Asper Girl, et dans des films de plus en plus nombreux, pour notre plus grand plaisir. Et ensemble, on va revenir sur 7 d'entre eux, 7e art oblige. C'est bon jusqu'ici? Ouais, c'est super. Donc, avant de passer au film, je vais te poser 7 questions que je pose à tous mes invités en lien avec le cinéma pour qu'on apprenne à mieux te connaître spécifiquement sur le cinéma. Est-ce que tu es prête? Oui. Quel est ton dernier film coup de cœur? Baise en ville de Martin Jovard. Très bon choix. Un acteur ou une actrice avec qui tu aimerais tourner? Brigitte Fontaine, même si elle est plutôt chanteuse, mais je la considère comme une immense performeuse. Elle a écrit une pièce de théâtre d'ailleurs, où elle jouait avec Jacques Higelin, et j'aimerais vraiment, avant qu'elle disparaisse, pouvoir jouer avec elle. Un réalisateur ou une réalisatrice avec qui tu aimerais travailler? Je sais pas si c'est... Sean Baker, j'aimerais bien. C'est possible. La prochaine Anora, Suzanne Debec. J'aimerais bien. Pourquoi pas. Ta réplique de film préférée? Je m'en souviens de aucune. C'est quand même le comble pour une actrice. Mais bon, voilà. J'ai aucune mémoire. J'ai une très mauvaise mémoire. C'est compliqué pour une actrice. Très compliqué. La musique de film qui te procure le plus d'émotions? Make to My Love, le 1. Ok. C'est ça? C'est le 1, Canto Uno, c'est ça? Oui, Canto Uno. Ouais, voilà. Déjà quelques années, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Un rôle que tu rêves d'incarner au cinéma? Ségolène Royal. Ah. On note. Si tu devais résumer ta carrière pour finir en un seul mot? Le début de carrière, c'est déjà riche. Je sais pas, franchement, je sais pas. Pas d'idée? Je l'espère la plus longue possible et la plus vibrante possible, mais... Donc, tu fais tout pour, en tout cas, un très beau début. Et on peut maintenant passer au premier film, Les Éblouis. Oui, j'adore ce portrait. Ça te va? Ah ouais, franchement. Écoute, tant mieux. Et donc là, on passe aux 7 films. Ok. Dans l'ordre, je te pose des questions. T'as dit quoi? Fan de Thierry Henry, de Ségolène Royal? Charmed. Putain,
c'est tellement vrai. Putain, mais arrête de faire comme si tout était normal. Fais semblant. Je veux plus faire semblant. Pour sortir, faut qu'on soit ensemble. Camille, tu as fait entrer dans notre communauté la suspicion et le vice. Nous écoutons ta demande de pardon. Donc Les Éblouis, un nom très poétique pour le premier film de Sarah Succo en tant que réalisatrice, mais qui cache une réalité bien plus sombre, celle des communautés religieuses aux dérives sectaires. C'est le premier film de la jeune comédienne Céleste Brunkel qui interprète le rôle principal, mais c'est aussi l'un de tes premiers projets au cinéma. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé sur ce film ? En effet, c'est le tout premier projet. J'avais été repérée par un agent au cours Florent. C'était au moment où j'étais en classe libre. Et moi, j'avais pas du tout prévu de faire du cinéma. Enfin, vraiment, ce qui m'intéressait, c'était le théâtre, quoi, tout pour le théâtre. Et je suis toujours avec mon agent depuis même. Donc, ça fait quand même 9 ans. Et en fait, c'était c'était pas mon premier casting, mais c'était ma première année de casting, disons. Okay. C'était la première année où je passais des castings, etc. Et en fait, Les Éblouis, ça a commencé par une rencontre avec un directeur de casting que je trouve formidable, qui s'appelle David Bertrand, et avec qui j'adore toujours travailler. Il pense toujours à moi pour des essais et tout, donc je suis très contente. Et il est très fort pour imaginer, par exemple, il peut totalement changer le genre d'un personnage en discutant avec une réalisatrice ou un réalisateur. Donc il a beaucoup d'idées, etc. Et donc il m'a beaucoup soutenue. Vraiment, dès la première année, j'ai passé plusieurs castings avec lui cette première année. Et en fait, je passe un premier casting pour Les Éblouis. Je lis rien, il y avait juste la scène, etc. Et puis après, un deuxième casting où je rencontre Sarah Succo. Et ça a été l'un des plus beaux moments d'audition de ma vie. Parce qu'elle jouait le rôle de Céleste. C'était une scène dans le film où je me confie justement sur ma vie. C'est la babysitter, quoi. Donc elle est un peu comme ça, une présence tout au long du film. Et puis il y a juste une scène où elle se confie et on voit quand même les larmes qui montent. Ouais, les larmes qui montent, la détresse de cette fille qui est complètement perdue. Et en fait, c'était magnifique parce que là, j'avais aucune info, hein. Elle se protégeait beaucoup, Sarah. Hein. Elle disait, à aucun moment, elle nous a fait part, même sur le tournage, de ce côté très autobiographique. On le savait, mais elle est très pudique par rapport à ça, etc. Mais j'ai senti, en jouant avec elle, à quel point ce film était important. Et donc, je pense que ça m'a permis de bien jouer, quoi. Et après, en sortant du casting, j'étais vraiment bouleversée. Je voulais absolument faire ce projet. Ok. Et j'ai été prise, donc j'étais trop contente. T'as eu le rôle. Et c'est mon premier film. Ok. C'est vraiment J'ai un doute si eu un avant, mais non. Non, c'est mon premier film. C'est ma première expérience de tournage, 20 jours. Ma première colo, quoi. Ouais, il y en a une autre il n'y a pas longtemps. Et donc, Les Éblouis, ça suit donc Camille, qui est incarnée par Céleste Brunkel, qui est l'aînée d'une famille nombreuse. Ouais. Ses parents vont un jour intégrer une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité. Et toi, tu interprètes le personnage de Marie-Laetitia, donc très impliquée dans cette communauté de la Colombe. Tu t'occupes notamment des enfants, tu disais babysitter, mais tu n'as pas vraiment les codes. Donc, je conseille d'ailleurs à personne de te donner tes enfants. Dans le film, tu laisses un bébé prendre son bain tout seul, parce que de toute façon, il ne peut rien lui arriver, car il est protégé par Dieu. Est-ce qu'en interprétant ce personnage-là, tu as pu mieux comprendre comment est-ce que les gens pouvaient se faire embrigader dans ce genre de communauté ? Non, pas tellement. Mais par contre, ça m'a quand même un peu ouvert les yeux sur les solidarités un peu invisibles qui peuvent se mettre en place pour s'en sortir, justement. Ok. Ouais, je dirais ça. Et donc, on parlait de la réalisatrice Sarah Succo. Le film est dédié à ses frères et sœurs, puisque, comme tu le disais, il y a un lien autobiographique, car elle a vécu elle-même dans une communauté pendant 10 ans. Et elle disait dans une interview que le résultat est bien en deçà de la réalité, parce que tout ce qui se passe dans le film a bien eu lieu, mais était encore plus violent. Est-ce que, du coup, dans sa direction d'acteur et d'actrice, tu la sentais beaucoup plus précise
C'était ta première expérience, donc tu n'avais peut-être pas encore de comparaison. Mais en termes d'implication, vu le sujet hyper personnel. En fait, moi, j'ai vraiment le souvenir de Sarah. Sarah Suko, c'est une comédienne qu'on peut connaître extrêmement extravertie, qui a une espèce de folie douce très belle, très drôle, beaucoup de drôlerie dans les films de Jaoui, etc. Et en fait, là, c'est comme si... Donc moi, je la connaissais en tant qu'actrice, en tant que spectatrice, et comme si, là, je rencontrais vraiment quelqu'un de complètement différent. Et je pense que c'était un mélange entre le fait que ce soit son premier film et le fait que ce soit un film autobiographique, d'une certaine manière, même si fictionnalisé, etc. Et donc, une délicatesse, une discrétion, une sensibilité vraiment presque un peu... en retenue extrêmement précise sur ce qu'elle voulait, toujours très agréable quand même de se faire diriger par des acteurs et actrices, parce que vraiment on est dans la même équipe, quoi. Donc c'est quand même chouette. Et non, ouais, j'ai le souvenir d'une sensibilité et presque d'une mise en retrait, quoi, aussi. Et avant d'intégrer la communauté, le personnage de Céleste est dans une école de cirque et elle a du mal à faire rire ses camarades. Toi, c'est une compétence dans laquelle tu excelles, je l'affirme. Et tu as d'ailleurs fait un stage de clown avec Gilles Defac à l'école primaire, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes qui veulent se lancer dans la comédie ou dans l'humour de manière générale, puisque tu réussis à... Franchement, ne pas avoir peur du bide, du ridicule et de la gêne, hein. Allez-y les gars, quoi. On fonce. Ouais, on fonce. Gilles Defac, quel grand artiste. C'est trop triste, et qui est parti récemment. Immense. Ah ouais, franchement, l'un de mes plus beaux stages en tant qu'étudiante. Et dans ce film, on passe du rire aux larmes. Tu parlais de la scène justement où tu avais joué en casting. Dans le film, on la retrouve. Vous êtes au pied d'une église. Et c'est une scène hyper touchante que tu partages avec Céleste Brunkel. Tu lui confies dans le film que tu n'as pas vu ton frère depuis 5 ans parce que le berger, qui est l'équivalent du chef de la communauté, qui est incarné par Jean-Pierre Daroussin, t'interdit de le revoir et les larmes te montent progressivement pendant la scène. Comment est-ce que tu fais pour pleurer sur commande comme ça ? Franchement, je ne pleure pas du tout sur commande. C'est ça aussi le vertige du truc. Je sais qu'il y a des acteurs qui ont, qui savent, je sais pas, déclencher ce truc physiologique en eux. Moi, pas. Et donc, c'est vraiment... il faut que l'émotion soit vraiment réelle et que le moment... En fait, je ne suis pas du tout du genre à penser à ma grand-mère ou à écouter des musiques, ou etc. Je crois que, en tout cas, moi, ce qui me déclenche de l'émotion, c'est vraiment le moment présent et ce que je vis avec la personne en face de moi. Et c'est vrai que Céleste, ça a été une très grande rencontre... on est encore très liés, c'est vraiment devenu comme une petite sœur, quoi. Vraiment, je connais toute sa famille, etc. Et quelque chose s'est joué de notre relation dans cette scène. Parce qu'elle était jeune, hein, quand même, Céleste. Elle avait 15 ans, je crois. Et donc, il y avait aussi une espèce de timidité qu'elle avait. Elle donnait tout à la caméra, mais dans sa vie sur le tournage, où elle était là, beaucoup présente. Et puis... Quand t'es enfant mineur, t'as des nounous, t'es un peu hyper encadré, ce qui est génial, mais c'est un peu difficile quand même de s'intégrer parfois sur le tournage. Et en fait, cette scène, ça a été un grand moment d'amitié entre nous. Et surtout, moi, je pense que ce qui m'a émue aussi, c'est que c'est pas rien de porter l'histoire de quelqu'un aussi. De se dire que peut-être que Sarah, elle a croisé une Marie-Laetitia, voilà. Donc tout ça, ça charge, voilà. La responsabilité derrière. La responsabilité d'une parole aussi. De pas faire n'importe quoi avec le film qu'était en train de faire Sarah, quoi. Et donc dans ce film, tu joues donc aux côtés de Céleste. Et 4 ans plus tard, tu vas jouer toi-même un personnage qui s'appelle Céleste dans Mon crime. Oui. Décidément, ton crime fait des miracles. Pour Mademoiselle Verdier. Encore ? Pendant 40 ans, j'ai pas osé tuer mon mari. Si j'avais su. Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes. Bonjour mes poupées. Mais regardez-moi ce luxe. C'est trop de chance. Eh bien, je vous en prie. Mon crime, donc un film féministe signé François Ozon, sorti en 2023, mais qui se passe dans les années 30 à Paris.
Madeleine Verdier, incarnée par Nadia Tereskevich, est une jeune et jolie actrice qui va être accusée de meurtre d'un célèbre producteur de théâtre et aidée par sa meilleure amie Pauline. Jeune avocate, elle est finalement acquittée pour légitime défense. Et là, l'histoire va faire le tour de la presse et une nouvelle vie va commencer pour les deux amies, faite de gloire, de succès, jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Tu nous as parlé de Rebecca en début d'interview, c'est elle qui incarne l'avocate dans le film, une actrice que tu connais, je crois, depuis toujours, ou depuis de nombreuses années en tout cas. On se connaît depuis qu'on a 6 ans, ouais. Est-ce que tu étais heureuse de tourner avec elle, puisque tu partages plusieurs scènes ? Oui, on était ravis. Ravis et presque un peu frustrés, parce que c'était très court, mais en tout cas, oui, ravis. Dans ce bel hôtel particulier. Et ravie de tourner avec Nadia aussi, que j'ai retrouvée, là, c'est pas encore sorti, et que je trouve vraiment géniale, cette actrice, vraiment. C'était un beau casting. Ouais. Et au casting, on a Rebecca Marder, mais aussi Fabrice Lucchini, dont on va parler en fin d'épisode, et Isabelle Huppert, avec qui tu partages la dernière scène de tournage. Dans le making-of du film, on voit qu'elle s'apprête à partir dans une scène. Donc toi, comme tu es la domestique dans le film, tu lui ouvres la porte et la salues, sauf que tu te trompes dans son nom, tu l'appelles Chaumet et non pas Chaumette. Et là, au lieu de retourner la même scène comme on aurait pu le faire, elle propose d'utiliser ton erreur pour améliorer le texte initialement prévu et de réprimander dans la scène. C'est finalement cette scène-là qui a été gardée. Ah ouais, je me souviens même plus. C'est encore plus drôle que ce qui était prévu, je pense. Est-ce que cette capacité-là de rebond dans le jeu d'Isabelle Huppert t'a marqué pendant les scènes que tu as tournées avec elle ? Ah bah ouais, franchement, moi, j'ai pris une leçon de théâtre. En fait, je dirais plutôt que pour moi, l'expérience de mon crime, ça a été... être avec mes copines, ça c'était formidable, etc. Mais surtout, une leçon de théâtre et de cinéma avec Ozon et Huppert. J'avais quand même les deux. Et en plus, le rôle, j'ouvre la porte et je dis un truc. Donc, j'étais en écoute. Donc, je pouvais vraiment les regarder. Et c'était fascinant à quel point elle fait du théâtre, en fait, Huppert. À quel point rien n'est psychologique. Tout est... Je sais pas. C'est complètement unique, cette manière de jouer, en fait. C'est hyper beau à voir. Et lui, en plus, tous les deux, c'est des espèces de machines de guerre de rapidité. C'est-à-dire qu'elle, en plus, elle a un débit de mitraillette. Il poussait ça. Lui, il tourne à une vitesse. C'est quand même le seul tournage que j'ai fait où on avait 3 heures d'avance par jour. Ouais. C'est rare pour le dire. Hein. C'est-à-dire que je crois que j'avais 4 jours, j'en ai eu 3 ou un truc comme ça. Parce que à quel point ça va vite, à quel point il met les choses en mouvement, il cadre, donc il sait exactement ce qu'il veut. Enfin... je pense que c'est un très très grand directeur d'acteurs, François Ozon. C'est un film qui parle de l'émancipation des femmes et de sororité, avec des personnages féminins très forts, on l'a dit, avec le duo Nadia et Rebecca. Et toi, tu as un rôle un peu à contre-emploi, parce que, je le disais, tu joues une domestique qui est plutôt dans l'observation, qui va écouter d'une oreille les conversations dans l'hôtel particulier où vous avez joué la scène. Comment est-ce que tu as travaillé cette présence qui est discrète pour à la fois exister pleinement dans la scène, sans être pour autant au premier plan de la caméra ? En écoutant vraiment, franchement. En fait, j'avais vraiment rien à jouer pour le coup, quoi. Vraiment, tout était déjà là. Le décor, le costume, etc. J'ai juste mis mon costume et voilà. Et puis, cette domestique, elle est un peu quand même impressionnée par ce monde, etc. Elle assiste à cette espèce de ballet de porte qui claque, etc. Ce monde qui n'est pas le sien, quoi. Donc, en fait, je me suis un peu mise dans cette position-là et j'ai observé. François Ozon a tourné dans plusieurs lieux pour les différentes scènes du film. Pour les scènes d'extérieur, c'était à Bordeaux. Toi, c'était à Neuilly pour l'hôtel particulier, si je ne dis pas de bêtises. Et on a des scènes à Paris, notamment une scène de cinéma d'époque. On peut ainsi revivre une scène de cinéma des années 30 avec des actualités à la place des bandes annonces, des ouvreuses qui viennent distribuer du chocolat dans les salles et même des gens qui fument à l'intérieur du cinéma. Est-ce que toi, qui as vécu un petit peu dans cette période des années 30 pendant 3 jours, t'aurais préféré vivre dans cette période-là ou est-ce que t'es contente de vivre à notre époque ? Non, je suis contente de vivre à notre époque. Et dans le film, Madeleine Verdier, suite à cette affaire de meurtre, va enfin monter sur scène. Et au détour d'une conversation avec une autre comédienne, elle lui dit que le trac, ça vient avec le talent.
Toi, je sais que tu es quelqu'un qui a beaucoup le trac, donc je te laisse en faire toutes les conclusions nécessaires. Merci. Qu'est-ce que tu fais pour dompter ce trac avant de monter sur scène ? J'attends que ça passe. C'est là, avec le spectacle, le monologue, la mémoire de fille d'Annie Ernaux, j'ai jamais eu autant le trac. C'était vraiment insoutenable, quoi. Je pouvais rien faire de mes journées. Je sais pas, j'ai pas encore trouvé de méthode. T'as pas de petit rituel encore Bah non, juste je mets, je sais pas, je me bute à l'huile essentielle, j'essaye de faire des choses, mais ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Franchement, ouais. Et je le disais, donc dans ce film, on suit 2 femmes fortes, et dans le prochain film dont on va parler, on va également suivre un personnage féminin puissant, puisqu'il s'agit de Jeanne du Barry. Père, nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements. Le Premier ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage. Cette jeune femme est mon entourage. Jeanne du Barry, donc un film de Mai Wen, qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes 2023 et qui est actuellement disponible sur Netflix si vous ne l'avez pas encore vu. On suit le parcours de Jeanne Vaubernier, fille illégitime d'un moine et d'une cuisinière, et qui va mettre à profit ses charmes pour s'élever socialement. Son amant, le comte du Barry, va la présenter au roi Louis XV, et là c'est le coup de foudre au premier regard, et elle va rapidement devenir sa favorite officielle. Mais c'est un scandale à la cour qui ne veut pas d'une fille des rues aussi proche du roi. Dans le film, tu interprètes Victoire, l'une des filles du roi, comme India Air. Vous êtes toutes les deux absolument détestables, sorte de Javotte et Anastasie moderne comme dans Cendrillon. On prend beaucoup de plaisir en tant que spectateur à vous voir vous offusquer du moindre comportement de Jeanne du Barry qui est incarnée par Mai Wen. Est-ce que vous aussi, vous avez pris du plaisir toutes les deux à jouer aux petites pestes comme ça ? Ah bah oui, franchement, oui. On a pris énormément de plaisir, et puis Mai Wen, elle nous poussait vraiment à le faire. Elle nous poussait vraiment à être excentrique, etc. Donc c'était une farce, quoi. Et puis là, tout était tellement somptueux, etc., qu'on s'y croyait, quoi. On n'avait pas... On a les décors, justement, qui sont magnifiques dans le film. Et c'est aussi un des pouvoirs du cinéma de réussir à entrer dans des lieux un peu inaccessibles. Et donc, je pense aux scènes au château de Versailles, qui ont été tournées, notamment dans la Galerie des Glaces, avec des dizaines d'acteurs et de figurants en costume, en coiffe d'époque, notamment la tienne, qui est de plus en plus grosse scène après scène. Quel souvenir, justement, tu gardes de ces scènes tournées dans un lieu aussi chargé d'histoire ? Bah, moi, je garde énormément de souvenirs des costumes et de la coiffure. Enfin, ça a été... Et je pense qu'en fait, c'était très bien, que c'était énormément de préparation. On a travaillé avec un artiste, vraiment un grand artiste coiffeur qui s'appelle John Nollet, qui a signé toutes les coiffures du film, qui a inventé la coiffure d'Amélie Poulain, de Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes, enfin, donc, qui a une signature capillaire, quoi. Et donc, c'était lui qui a été en charge de nous coiffer avec India. Et moi, ce que je retiens en plus du décor, c'est vraiment nos accoutrements. Tu peux pas respirer, tu peux pas manger à la cantine. Et je pense qu'il y avait ce côté-là dans... Mesdames de France, quoi, c'est comme ça qu'on les appelait. Ce côté, en fait, un peu... elles faisaient partie du décor des meubles de Versailles. Et donc, elles étaient posées comme ça. Et donc, se créait en elles une forme d'aigreur très violente, où c'était vraiment des personnages violents, même historiquement, c'est dit, quoi. Et le roi, Louis XV, justement, il est interprété par Johnny Depp. Tu joues plusieurs scènes avec lui, notamment une où tu viens le gronder, car il a succombé au charme de Jeanne du Barry pendant le deuil de ta défunte mère. Et j'imagine que ça devait être un mélange entre stress et excitation de jouer avec lui. Et qu'est-ce que ça fait de lui donner la réplique ? Bah, en fait, c'est marrant parce que c'est une question qui revient souvent. Mais moi, j'étais beaucoup, beaucoup plus impressionnée par le fait de tourner avec Mai Wen que de jouer avec Johnny Depp. Vraiment. Je ne sais pas, je pense que vraiment parce que Mai Wen, c'est une artiste que j'admire énormément. Donc, c'était un peu elle, ma star, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et puis, elle a quand même... la réputation d'un caractère assez sulfureux, donc je pouvais aussi un peu peut-être appréhender ça avant de tourner avec elle. Donc de toute façon, tout était fou
et démesuré dans ce projet. L'histoire, Maïwenn, Johnny Depp, se retrouver avec cette bande, Pierre Richard qui est quand même mon idole. Donc c'était en fait Johnny Depp, c'était un ensemble, et puis après il était en même temps, je pense, comme toutes les stars, extrêmement accessible et pas du tout. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est là, il est vraiment là pour le coup. Mais il est quand même entouré de tout un staff de 6 personnes, de trucs. Je sais pas, c'est des vies qui sont particulières quand même. Donc, t'as accès à une petite part d'humanité, quoi. Donc... Mais ouais, j'étais contente en tout cas de jouer avec lui. Après, moi, c'est pas forcément quelqu'un je trouve que il a fait des grands films, etc. Mais quelqu'un que je voulais absolument rencontrer, quoi. Et Maïwenn, justement, qui est la réalisatrice du film, mais qui joue également Jeanne du Barry, elle a dû changer sa manière de travailler et être beaucoup moins dans l'improvisation, comme elle a pu l'être dans Police ou ADN. Est-ce que toi, en tant qu'actrice, tu préfères coller strictement au texte qui t'est imposé, ou justement te laisser porter par l'ambiance de la scène pour potentiellement t'en écarter? Bah moi, je crois que je préfère... je peux aimer être dans l'impro, etc. Mais je crois que vraiment, ce que j'aime le plus, c'est coller vraiment à l'univers du metteur en scène. Et je sais pas, par exemple, avec Maïwenn... Bon, après, nous, c'était un peu différent, du coup, là. C'était très découpé, alors que normalement, elle fait pas ça, etc. D'ailleurs, j'aimerais trop refaire un film avec elle pour un peu expérimenter la méthode Maïwenn qu'il a. Et puis, elle est drôle, parce que vraiment, je pense que on lui a dit tout le temps, de toute façon, toi, t'es incapable de faire un film qui ne soit pas ultra personnel, ultra écrit comme ça au montage, etc., où tu fais tourner la caméra pendant 30 minutes sur les acteurs. Et elle a dit, ok, je vais faire un film d'époque, en pellicule. Donc voilà, c'est quand même... elle fait sans cesse des virages, quoi. Et c'est vrai, c'est une histoire qu'elle porte depuis plusieurs années, donc c'était super de le voir enfin à l'écran. Ouais. Et le film est un récit intemporel qui fait écho à notre époque d'aujourd'hui, puisque Jeanne du Barry est à la fois critiquée par des hommes, mais aussi par des femmes. Est-ce que toi, en tant que jeune actrice, tu as déjà fait l'objet de critiques ou de remarques déplacées? Alors je pense peut-être pendant ton expérience à Miss Poitou, et aussi en tant que jeune comédienne et actrice. Je pense que j'ai eu de la chance d'être assez préservée. Après, oui, j'ai eu des remarques dans les Miss et un peu plus à l'école de ce que tu as dit tout à l'heure. Des remarques comme ça sur la singularité ou quoi, la différence. Ouais. Mais non, je pense que moi, je suis assez préservée parce que je suis pas... très sexualisée, etc. J'ai des rôles souvent, en fait, qui me protègent assez parce que j'ai des seconds rôles un peu... de l'humour, qui sont un peu à contre-emploi. C'est l'écriture des films français qui est comme ça. Et il y a plein de trucs à en redire, etc. Mais du coup, je pense que de ça, je suis assez préservée. Donc tant mieux. Ouais. Ça, c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, ça c'est sûr. Et dans le film suivant, Iris et les hommes, tu vas partager l'affiche avec une actrice que tu as découverte quand tu avais 15 ans lors d'une colo à Avignon. C'est Laure Calamy. Est-ce que vous pourriez me prendre en photo, s'il vous plaît? C'est pour Doctolib. C'est obligatoire maintenant. Ah bon? Bah oui. Alphonse, 42 ans. C'est qui? Le Bon Coin. C'est incroyable, hein. Les gens, c'est vraiment comme s'ils achetaient un appartement. Ils veulent tout savoir. Donc Iris et les hommes, un film de Caroline Vignal sorti début 2024 après le grand succès d'Antoinette dans les Cévennes. Au casting, on retrouve encore une fois Laure Calamy, même si elle n'était pas prévue au départ, mais aussi Laurent Pointrenaud, que j'ai eu le plaisir de recevoir le mois dernier. Il a dit au sujet de Laure Calamy qu'elle avait de l'énergie en permanence et qu'elle était incroyable de positivité et de drôlerie. Est-ce que tu partages ces mots? Oui, tout à fait. C'était un plaisir de tourner avec elle? Ouais. Ah, c'est fou de la voir. Il y a un truc quand même que je remarque par rapport une différence entre certains acteurs de théâtre et certains acteurs de cinéma, c'est que l'énergie, souvent au cinéma, elle se concentre là,
Et donc, il y a des corps, parfois, il y a des acteurs et des actrices qui ont des corps un peu, pas morts, mais moins, parce qu'en fait, ils ont conscience vraiment des plans, etc. Et je pense que Laure, vu qu'elle vient du théâtre, elle l'a. Mais après, c'est son énergie tellement particulière, voilà. Mais elle habite tout l'espace, quoi. Et ce n'est pas too much à la caméra, c'est excessif. Elle a un jeu excessif, une personnalité, mais c'est tellement sincère et c'est tellement elle, et elle est tellement dans sa justesse à elle que du coup ça passe. Et c'est très impressionnant de voir comment elle se... Elle emporte le plateau. Ouais, exactement. Et au casting, on a également toi, qui incarne Nouria, l'assistante dentaire de Laure Calamy. Tu gères son agenda pour qu'elle puisse faire des rencarts dans la journée, et tu fais des poussées d'eczéma complètement ravagées d'être la complice d'une femme infidèle. La réalisatrice a réécrit le rôle après t'avoir découverte sur scène. Elle a dit qu'elle avait flashé sur toi, qu'elle t'avait trouvé à la fois étrange et poétique, et que tu sortais complètement du lot. Quel souvenir tu gardes justement de ce tournage avec Caroline Vignal ? Ah bah franchement, j'ai un souvenir génial, hein. Franchement, et puis c'était la première fois que je interprétais un rôle écrit aussi pour moi, donc un peu plus sur mesure. Et donc où j'avais pas passé de casting. Okay. Donc il y avait une forme de pression parce que j'avais envie d'être à la hauteur, mais aussi c'était aussi assez agréable de se fondre dans l'écriture aussi assez facilement, où on sent que c'est un peu taillé comme un costard sur mesure. Et en plus, Caroline, c'est une scénariste aussi. Elle est très douée, donc... ouais, j'ai un souvenir trop bien avec Laure. C'était vraiment chouette, quoi. Une bonne expérience. Ouais. Et le film s'inspire des confidences d'une des amies de Caroline Vignal, l'histoire d'une femme qui est délaissée par son... Je savais pas ça. Ouais, c'est une amie qui lui a raconté cette histoire et ça lui a donné l'idée. Donc une femme qui se fait délaisser par son mari et qui va découvrir les possibilités offertes par Tinder. Un nouveau monde va alors s'ouvrir à elle et avec elle de nouveaux hommes. Est-ce que toi aussi tu t'es déjà inscrite sur une appli de rencontre comme ça ? Et en fait, moi je me suis inscrite sur une appli parce que pour faire un spectacle. Ok. Là j'écris en ce moment un spectacle justement sur comment la technologie a transformé nos rapports amoureux. Okay. Donc comment les histoires d'amour, elles s'écrivent par SMS, etc. Donc on fait toute une constellation un peu de différentes histoires et comment chaque histoire a vraiment son écriture en fait. Et aussi du coup on s'intéresse aux applications de rencontres parce qu'en fait c'est quand même la première manière de trouver l'amour maintenant dans le monde, quoi. Donc du coup je me suis inscrite pour parler avec des gens en leur disant que je faisais un spectacle. Donc voilà, c'est un peu biaisé. Ok. Bah écoute, on a hâte de voir ce que ça donne. Et un petit chiffre qui va peut-être pouvoir t'aider. Il y a une étude qui a montré que les 2/3 des utilisateurs de Tinder ne sont pas célibataires et que la moitié ne comptait pas réellement rencontrer quelqu'un en face à face et qu'ils se servent de l'application comme un amusement ou un moyen de gonfler sa confiance en soi. Qu'est-ce que ça dit, toi, de notre époque, selon toi, et d'après les recherches que tu as fait, tu commences à faire pour le spectacle ? Bah, ça, je savais pas. Mais c'est très intéressant. Les chiffres sont contestés par Tinder, mais c'est une étude qui a eu lieu il y a 2-3 ans. Mais oui, c'est sûr que ça change les rapports. Après, moi, j'ai pas vraiment de jugement encore sur l'application parce que je suis en plein de... Enfin, sur cette méthode. Parce que je suis en plein dedans et je rencontre des gens qui sont tellement différents. Après, je sais pas s'ils sont sincères... Enfin, j'ai l'impression que si, mais qui... Moi, j'ai vu vraiment des hommes qui étaient là pour chercher l'amour. Hein. Ok. Vraiment. Des gens sincères. Ouais, je crois. Et quand tu décides de les rencontrer, ils acceptent et ça... Pas toujours. Hein. Pas toujours. Bah oui, justement, ça prouve aussi leur sincérité. C'est ça. Où ils disent ah bah en fait, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je suis vraiment là pour... voilà. Après, je veux pas du tout faire la promotion des applications de rencontres, mais... Et moi, c'est grâce à ce film-là, Iris et les hommes, que j'ai découvert ton potentiel comique. Vraiment, t'es la révélation de ce film-là. Est-ce que toi, en tant qu'actrice, tu penses que ce rôle de Nouria
a été un tournant dans ta carrière? Est-ce qu'il y a eu un avant et après ce film-là? Bah, je pense, un tournant, je dirais pas, mais je pense que oui, on m'a un peu plus vue, quand même. C'est un peu la première fois, j'ai l'impression, qu'une cinéaste m'offrait vraiment un endroit d'expression un peu plus vaste, quoi. Mais je pense que, non, moi je pense que je me construis vraiment par une accumulation plutôt de films et de projets que malheureusement ou heureusement, je sais pas, je verrai plus tard, mais j'ai pas que le côté je suis révélée par... voilà, j'espère que ça arrivera, tu vois, mais... Et il y a eu plus de projets suite à ce film-là qui Bah en fait, c'est un truc constant, quoi. Ok. C'est un... Ouais. Non, mais après, c'est sûr. Mais je pense que c'est aussi lié au théâtre. Ok. C'est sûr qu'il y a eu un espèce de... un truc un peu plus de projet quand moi, j'ai commencé à faire mon spectacle sur les Miss, etc., où les gens, ils étaient un peu intéressés, ils venaient voir. Il y avait pas mal de réalisateurs qui venaient voir, etc. Mais ouais, je dirais que c'est un peu un mélange de théâtre et une accumulation de rôles un peu au cinéma, je pense. Okay. Et dans le prochain film, Laurent dans le vent, cette fois-ci, on va suivre un jeune homme qui va être au centre du film, mais un jeune homme un peu perdu. J'ai pas vraiment de métier, enfin j'ai fait plein de trucs. J'ai l'impression d'avoir fait que des mauvais choix dans ma vie. Tu vas pas passer ta nuit sur un bout de banquette tout dur là, viens. Cherche une chambre, tu l'aurais pas vu? Bah, c'est pas celle-là la mienne, hein. Ce serait pas un peu con des fois? Le 5e film dont on va parler suit donc Laurent, qui à 29 ans cherche un sens à sa vie. Sans travail ni logement, il va atterrir dans une station de ski hors saison et va s'immiscer dans la vie des rares habitants qu'il rencontre. Laurent dans le vent a pris vie grâce à 3 co-réalisateurs, Mathéo Eustachon, Léo Couture et Anton Balegjian, qui ont tous les 3 un autre rôle sur le film. Mathéo est aussi chef opérateur, Léo a composé la musique du film. Et ingénieur du son. Et Anton est le script du film. C'est assez rare pour être souligné d'avoir 3 co-réalisateurs sur un tournage. Qu'est-ce que ça change concrètement moi, franchement, déjà, je tiens à dire que j'adore ce film et que je suis ultra, ultra fière d'en faire partie. Et ultra, ultra fière de connaître ces gars et de faire partie de leur univers. Voilà. Je les connais depuis assez longtemps, en fait. Je les suis depuis la Cinéfabrique. Donc, on s'est tous rencontrés sur des courts-métrages de la Cinéfabrique. Et tout de suite, ça a matché. J'ai même commencé à écrire un scénario avec Anton. Okay. Au début, mon projet de Miss, j'ai commencé par l'écriture d'un scénario avant d'en faire un spectacle. Et c'était coécrit avec Anton. Donc, vraiment, c'est des amis. Je crois beaucoup en eux, quoi. Et c'est très émouvant de voir la naissance aussi de cinéastes et surtout d'une manière différente de faire du cinéma. Et donc, oui, ça change tout. Hein. Enfin, je veux dire... déjà, c'est quand même assez atypique d'avoir 3 personnes après une prise qui viennent te voir pour dire des trucs. Bon, tu choisis qui t'écoute. Ça dépend des prises, ça dépend des séquences. Enfin, voilà. Et ils se contredisent jamais. Il y a une espèce d'alchimie, de mariage entre eux 3 qui est assez incroyable. Et ouais, et puis il y a un vrai sens pour le coup. On dit le cinéma, c'est un art collectif, etc. C'est vrai, mais là, ça prend vraiment tout son sens. Où je sais pas, j'ai l'impression que beaucoup quand même, sur les tournages que j'ai faits, il y a quand même un centre qui est le comédien et la caméra. Et qu'après, tout ça, ça gravite autour. Et là, j'ai l'impression qu'ils arrivent... Mais je pense que c'est grâce aussi à la Cinéfabrique et tout. Je sais pas comment cette école, je la connais pas vraiment en détail et tout, mais ils arrivent à décentrer ça et à faire que c'est vraiment une équipe qui tourne autour d'une caméra. Okay. Et donc, du coup, en tant que comédien, ça change tout et ça offre aussi une liberté. Après, moi, j'ai pas tourné les scènes avec Béatrice, etc., mais...
En plus, le fait que Baptiste, c'était un peu son premier film aussi. Enfin, il y avait comme une espèce de fraîcheur et, je sais pas, un truc nouveau de comment il fabrique un film, quoi. Et ça marche super bien Ouais. à l'écran. Donc tu le disais, les co-réalisateurs se sont tous les trois rencontrés à la Cinéfabrique. C'est une école de cinéma à Lyon, où d'ailleurs a été tournée une partie du film. Elle est encore assez peu connue, mais la particularité de l'école, c'est que les élèves peuvent toucher à tous les corps de métier, du son à l'image, au Je pense montage. que c'est ça aussi, ouais. Donc je pense que ça Ouais. aide aussi. Et donc toi, tu as tourné dans plusieurs courts-métrages de la Cinéfabrique. Non, moi, je tournais avec une grande amie à moi qui s'appelle Louise Pitre, Ok. qui a réalisé un court-métrage en sortie d'école de la Cinéfabrique qui, elle était en section image, comme Mathéo. Et en fait, sur son film, Mathéo faisait l'image, Anton était script et Léo faisait le son. C'est le Noël de Pauline ou je me trompe? C'est ça, Ouais, exactement. ça. Et toi, justement, de travailler avec des jeunes cinéastes, est-ce que c'est important pour toi Ouais, vachement. d'accompagner? Mais oui. Qu'est-ce que ça change par Mais rapport c'est à comme tes là, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, dans les questions, comme rencontrer en tant que spectatrice l'univers de Martin Jova. En fait, Ouais. c'est choquant de rencontrer des nouveaux artistes comme ça, Fraîcheur, ouais. qui ont des univers aussi forts, qui font des films aussi singuliers, etc. Enfin, je sais pas, il y a... Ouais, c'est... ça donne envie d'en faire partie, quoi. Il y a quelque chose de nouveau qui fait du bien. Ouais. Un peu. Et le film est un florilège de second rôles, plus réussis les uns que les autres. Je pense à Fares, le photographe de cycliste, de Sofia, la mère célibataire dépassée, qui est incarnée par Béatrice Dalle, et Santiago, son fils fan de Viking, qui est exceptionnel. Exceptionnel. C'est des personnages qu'on n'a pas l'habitude de le voir Non. au cinéma. Tu le disais, une France où il se passe pas grand-chose. Est-ce que c'est ce qui t'a plu vraiment dans ce projet-là, de voir des gens qu'on a... Ah bah ouais, et puis c'est aussi la liberté. Je trouve que c'est un film qui a une grande liberté, dans le sens où une réinvention vraiment des rapports, des liens entre les gens, de l'amour, des relations qui ne sont pas forcément définies dans des cadres, etc. Et je trouve que même politiquement, c'est hyper fort le propos du film. Et puis c'est tellement beau, ce Laurent-là qui fait du bien à tout le monde quand on le rencontre, qui lui se cherche, etc. Mais à son contact, c'est comme si il y avait un truc de la vie. Enfin, c'est tellement sensible, je trouve. Ouais, et puis je sais pas, c'est un film qui est pas prétentieux, qui cherche son rythme. Enfin, ouais, franchement, j'adore. Et dans les autres personnages, il y a toi, Colline, en couple depuis 2 ans, mais avec une rupture hebdomadaire. T'es la grande sœur de Laurent qui prend régulièrement de ses nouvelles et qui lui raconte ses peines de cœur. Si je dis pas de bêtises, dans la vraie vie, tu es aussi la grande sœur. Ouais. Est-ce que tu es aussi fusionnelle avec ta sœur Louise, si je me trompe pas, qu'avec Laurent dans le film? Est-ce que vous êtes fusionnelle? J'espère que je suis un peu moins castratrice et dans le et film. un peu moins toxique oui, j'aime beaucoup mes sœurs, oui. Je suis proche d'elles, mais j'espère que je ne suis pas comme Colline. Pas comme Colline, non, j'espère aussi. Et les réalisateurs se sont inspirés de leur entourage, et notamment de certains de leurs proches qui ont tendance à se sentir un peu perdus dans la vie, comme Laurent. Toi, tu es à peu près de la même génération qu'eux. Est-ce que tu fais ce constat de quête de sens chez certains jeunes aujourd'hui? Ce qui est drôle, c'est que vraiment, quand on écrivait avec Anton, il y avait une obsession qu'on avait tous les deux. C'était... On n'arrêtait pas de dire... oui, là, c'est un peu la fin d'un cycle. Et voilà, et on essayait d'écrire un personnage comme ça dans le truc des Miss qui serait un peu en fin de cycle et tout. Et quand j'ai découvert Laurent dans le vent, après, je suis allée le voir et je lui ai dit, voilà, ça y est, tu l'as fait, ton film de fin de cycle, ouais. Quoi. Et je pense que oui, c'est un peu... c'est un peu bateau, on est un peu... c'est un peu la sortie de l'adolescence, les jeunes adultes, donc il y a forcément... c'est un passage de cycle, en tout cas, je sais pas s'il y a une fin de cycle, mais oui, je le ressens, ouais, bien sûr. Et maintenant, on va passer des vacances au ski aux vacances au camping en parlant de Ma Frère. Ah yeah. Et à tout centre de loisirs, ils cherchent pas des gens? Va y avoir le séjour en colo. T'as bien vendu ta copine. Hein. Oh là là, elle t'aime. Hein. C'est pas une promenade de santé, une colo. Il y a une fille, elle veut sortir avec toi. Mon pote, ça va être grand.
Je leur raconte des histoires, je leur fais rire et j'ai le permis, ça c'est le principal. Les métros, les escalators, flemme, toi tu sais Sabrina. La grammaire aussi un peu, flemme. Donc avant de passer à Victor comme tout le monde, on va parler d'une petite pépite qui est sortie en ce début d'année. Je parle évidemment de Ma Frère, un film de Roman Guéret et Lise Apoca, que j'ai découverte moi à Cannes, où ils avaient obtenu le prix Un certain regard pour les pires en 2022, et que j'ai redécouvert il y a peu avec la mini-série Tu préfères, qui est disponible en intégralité sur Arte. Ah, t'avais vu après? J'avais vu après, ouais. Ok, trop marrant. Donc, ok. Voilà. Et dans Ma Frère, on retrouve les personnages de Shai et Geneva qui ont désormais 20 ans et qui sont amis depuis l'enfance. Est-ce que toi aussi, tu as des amis d'enfance avec qui tu as gardé contact? Bah, Rebecca, ouais. Rebecca. Elle doit être aussi fusionnelle que Shai et Geneva. Ouais, franchement, ouais. Il faudrait faire une série. Alors. Ouais. Et donc, dans le film, on a Shai et Geneva qui se retrouvent animatrices dans une colonie de vacances. Elles accompagnent dans la Drôme une bande d'enfants qui, comme elles, ont grandi entre les tours de la Cité de la Place des Fêtes dans le 19e arrondissement de Paris. Le film est sorti 20 ans après Nos Jours Heureux et on est un peu obligé de faire le parallèle, notamment avec ton personnage de Bérangère Babtou, qui est absolument hilarant dans toutes ses interventions. Tu m'as rappelé, moi, le personnage de Joséphine Demeaux et sa réplique culte « T'es le roi des cons au pays des... » Ah bah voilà ma réplique culte. Ah bah voilà. Tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord? Un espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard. On l'a. Ouais. Est-ce que Nos Jours Heureux, justement, était une source d'inspiration dans la préparation de Ma Frère? Non, parce qu'elles nous ont dit de ne pas le regarder. Ok. Je pense que ça a été une source d'inspiration, peut-être dans l'écriture ou dans la motivation de faire le film, je ne sais pas. De toute façon, il y avait Nos Jours Heureux qui planaient, hein. Enfin, de toute façon, voilà. Je pense que mon personnage est quand même un petit hommage à Joséphine Demeaux, etc., c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, j'ai demandé, quand on a commencé à répéter Nos Jours Heureux, machin, nanana, et elles ont dit, bah, t'es pas obligé de le voir, quoi. Ok. Parce que quand même, voilà, ça y est, maintenant il y a les références et on va faire un autre film. C'est ça, mais c'est pas une copie ou une suite ou rien. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'à part et qui est tout aussi réussi que Nos Jours Heureux. L'une des meilleures scènes du film, et je crois qu'elle a été aussi une des plus compliquées à tourner, c'est la soirée au coin du feu, où tu prends d'ailleurs beaucoup de plaisir à te gaver de chamallows, et où vous jouez avec les enfants au jeu Tu préfères. Ah ouais. Si tu veux bien, on va jouer au même jeu maintenant. Je te propose 2 options qui sont inspirées du film et de la série, et tu me dis laquelle tu préfères. Ok. C'est parti. Est-ce que tu préfères avoir un enfant bien moche et con ou pas d'enfant du tout? Bien moche et con, pas d'enfant. Je préfère ne pas avoir d'enfant. Tu préfères gagner 10 000 € par mois en nettoyant les toilettes publiques ou gagner un SMIC en faisant ce que tu aimes le plus au monde? Je préfère faire ce que j'aime le plus au monde. Tu préfères Beyoncé ou Rihanna? Je préfère Rihanna. Et tu préfères le camping de Die où a été tourné le film ou le camping de l'île de Groix où tu as passé tes premières vacances entre copines? Le camping de l'île de Groix. Quand même. Alors, est-ce que je peux raconter une anecdote vas-y. ou pas? J'étais à côté d'un enfant chamallow addict, voilà, qui était un figurant, qui ne comprenait pas qu'on tournait une scène, enfin, qui ne comprenait pas le concept du action coupée, machin, et que voilà. Donc, j'ai passé toute une scène avec un enfant qui me tirait le truc en me disant un chamallow, un chamallow, un chamallow, un chamallow. Et la scène était très longue, donc elle a été coupée, mais j'avais quand même du texte dans la scène, donc c'est peut-être pour ça que ça a été coupé. Et vraiment, j'étais en train de dire mon texte, et là, un chamallow, un chamallow. Enfin, vraiment, il était hilarant. Ah non, mais après, ils étaient tous en sugar rush, c'était waouh. Et dans la soirée au coin du feu, je disais que c'était une des plus compliquées à tourner parce qu'il y a toute une bande d'enfants, comme tu le disais, qui jouent dans le film, avec des contraintes horaires à ne pas dépasser, hein, c'est la législation française. Et ce sont plus de 1800 enfants entre 6 et 13 ans qui ont été castés pour le film, avec chacun leur petite particularité, mais qui sont tous attachants dans le film. Qu'est-ce que ça change de tourner avec des enfants? Au-delà de cette petite scène-là, au global moi, j'ai adoré, hein, franchement. Ouais, c'est un bon souvenir. Ouais. Moi, je passais tout mon temps avec eux. Hein. J'adore toute la bande, enfin, voilà, mais...
Ouais, ils étaient hyper... Après, c'était particulier aussi le film parce que, par exemple, le décor, c'était vraiment là où ils étaient en colo. Voilà. C'était une vraie colo qui a été montée pour le film. Donc, il y avait vraiment un espèce... Et elles ont quand même une manière de tourner qui est très immersive, avec le truc des oreillettes et tout. Donc, en fait, on était plongés dedans. Et c'est vrai que... Enfin, moi, j'ai adoré, en tout cas, tourner avec des enfants. Après, c'est hyper drama, quoi. C'est tout... En fait, tu ne sais pas si l'enfant va dire sa réplique entre 5 secondes et 2 heures. Donc, voilà, il faut avoir son moi à dit, voilà, je pense. Et ce que j'ai appris, mais que tu disais, là, c'est qu'une vraie colonie de vacances a été construite pour le tournage du film, pour éviter aux enfants de faire les allers-retours pour le tournage. Et je pense que ça leur a permis de créer du lien entre eux. Ouais, mais même au niveau des adultes, on sent qu'il y a une bonne ambiance. Ah ouais, nous... Il y a Mel Bent, Idi Razougli. Ah bah moi, ma coloc avec Idi Razougli, c'était sympa. Et donc, on sent que ça se voit à l'écran, que ça s'est bien passé, ce tournage-là. Est-ce que vous gardez encore des liens aujourd'hui ? Comment ça se passe ? Est-ce que vraiment ça a été un bon souvenir entre... Bah ouais, c'était incroyable. Franchement, je pense que c'était le meilleur tournage. Ok. Vraiment. Ouais, bah bien sûr, on est quand même... on a beaucoup de tendresse les uns envers les autres. Après, bon, la vie fait qu'on se voit pas tout le temps. Moi, j'ai quand même pas mal de liens avec Fanta Kebe encore. Ouais. Mais ouais, c'est des gens que j'aime beaucoup et qui sont vraiment gravés, quoi. Et ça se voit vraiment à l'écran que vous avez passé un bon moment. Et on passe aussi un moment, le film est super. Et le film est super, il aborde des sujets qui sont universels, la famille, les amis, l'amour. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il montre la diversité, à la fois des corps, des religions, des cultures, sans que ça soit le sujet du film. Et les dialogues sont ultra modernes. Et très écrits. Hein. Très écrits. C'est ça qui est fou. J'ai appris, moi, ce que voulait dire BDH dans le film. Ouais. Est-ce que toi aussi, tu as appris des oui. de jeunes Ouais, total. Bah ça, BDH... Ouais, j'en ai pas là, mais oui, bien sûr. Bah, j'ai rencontré... Bah déjà, les enfants de 6 ans, c'est un petit monde. Hein. Oui. Je me souviens, à un moment, je sais pas, je parlais avec un des enfants et je lui dis « Mais toi, t'habites où ?» et tout, machin. Il me fait « Bah, en France. » Je fais « Bah, quoi ?» et en fait, il pensait que là où on était, là, c'était pas la France, quoi. D'accord. Tellement c'était... différent, enfin, je sais pas, c'était hyper touchant, enfin, c'était trop mignon. Et donc, après ce langage moderne de 2026, on fait un saut dans le passé pour retourner au dialogue du 19e siècle avec Victor Hugo. Nous aussi, on travaille sur Hugo. Vous travaillez sur Hugo ? Oui. Faut vous reposer, hein, monsieur Zucchini. Il va vous bouffer, votre Victor Hugo. J'aime que ça. C'est quoi votre vrai nom ? Ange Luciani. C'est difficile, hein. On est d'accord. Il y a votre fille qui est venue. Mais enfin, fallait la retenir, chevalier. Je savais même pas que vous aviez une fille. C'est aussi à elle de prendre contact, enfin. C'est un peu ce qu'elle vient de faire, non ? Je pourrais peut-être essayer un texto. Ou une photo, vous êtes dingue. Ou un vocal. C'est quoi un vocal ? Mais Mabrouk ! Donc c'est la tradition désormais, offrir un petit cadeau en lien avec le film. Je vais le prendre là. Ah ouais. Je t'offre un petit toucan blanc. Merci. Qui fait référence au film. Le toucan blanc, c'est le nom du théâtre où tu te produis dans Victor comme tout le monde, et ça porte bonheur quand tu touches son bec. Donc je te l'offre en petit cadeau souvenir. C'est dans ce théâtre du toucan blanc que tu vas apparaître pour la première fois à l'écran dans le film. Et donc le film s'intéresse à un comédien qui est habité par Victor Hugo, qui chaque soir remplit les salles en transmettant son amour des mots jusqu'au jour où va réapparaître sa fille qu'il n'a pas vu grandir. C'est Fabrice Lucchini qui interprète le personnage principal, et on peut faire un parallèle avec sa propre vie puisqu'il a lui-même lu Victor Hugo au théâtre. Et d'ailleurs, des véritables extraits de son spectacle sont dans le montage du film. Est-ce que Fabrice Lucchini est aussi impressionnant sur scène que pendant un tournage de cinéma ? Ah ouais, mais c'est vraiment un incroyable acteur. Hein. C'est fou. Moi, j'avais vraiment une grande passion pour Lucchini jeune dans les films de Romer, où vraiment c'est presque un idéal masculin pour moi. Enfin, ouais. Et en fait, j'avais un peu des a priori sur lui maintenant. J'avais pas vu ses spectacles.
Et en fait, ouais, j'ai été assez sciée par son jeu, son écoute, aussi son intelligence de comment il a voulu nous faire rentrer dans le film, les filles, en nous donnant énormément de place, en nous poussant à le contredire, en nous poussant à créer voilà, de la friction entre lui, aussi je sais pas, un suivi. Moi, c'est quelqu'un qui m'appelle régulièrement pour savoir comment je vais, ce que je fais. Enfin, il a un côté assez généreux, en fait, vraiment. Et j'ai été... Ouais, il est très impressionnant, quoi. Et puis, du coup, ça m'a permis de voir son spectacle. Ouais, exactement. Ouais. Bien assis, ouais. Sympa. Dans le film, toi, tu es Pia Pépin, qui joue comme Lucchini des textes de Victor Hugo au théâtre, mais on a deux visions qui s'affrontent entre d'un côté la légende littéraire qui est promue par Lucchini, et de l'autre, la réalité plus séductrice de l'auteur. Il y a une scène qui, je crois, a été largement improvisée en sortie de théâtre, où vous échangez avec Lucchini, vous les filles qui... Cette scène-là, non. La sortie du théâtre, elle n'est pas improvisée, okay. Mais celle dans Le Toucan Blanc, elle est plus improvisée. Ok. Et justement, comment est-ce qu'on improvise avec un Lucchini, j'imagine? Bah justement, c'est ce qu'il nous a vraiment donné énormément de place. et vraiment, le voyait un peu, parfois, se choquer vraiment de ce qu'on disait, où il avait de plus en plus la bouche ouverte par rapport à ce qu'on disait et tout. Et ouais, franchement, c'était des scènes super à tourner. Et le scénario, tu disais, a été écrit par Sophie Fillière, qui est malheureusement décédée en 2023. Elle devait réaliser le film, et c'est finalement donc, Pascal Bonitzer qui a partagé sa vie et qui va la suppléer en accord avec la famille. Est-ce que, sur le tournage, ça avait une saveur particulière de tourner ce film avec Sophie Fillière? Bah moi, franchement, je l'ai fait aussi pour ça. Hein. Ouais. Enfin, moi, j'adore les films de Sophie Fillière. Non, sur le tournage, ça n'avait pas de saveur particulière parce que c'était vraiment un film de Pascal. Okay. Et je pense que c'est chouette qu'il ait réussi aussi à s'emparer. Surtout que lui, c'est vraiment un auteur pour le coup. Enfin, je pense que une grande partie de son travail se passe à ce moment-là dans l'écriture, voilà, et dans la distribution de ce qu'il a écrit. Et donc, je pense que c'est chouette qu'il ait réussi comme ça à s'emparer du film. Mais par contre, moi, je l'ai vraiment senti quand j'ai vu le film, okay. Où je trouve que ce qui est intéressant dans le film, c'est que le film se passe entre un film de Sophie Fillière et un film de Pascal Bonitzer. Et du coup, ça donne un espèce de truc singulier avec le charme d'un film de Bonitzer et en même temps la vivacité, le côté aussi dynamique de la comédie d'un film de Fillière, je sais pas comment dire. Et je sais pas, du coup, avec en même temps Fabrice là-dedans, c'est un peu marrant, quoi, je trouve. Il y a un lien entre les deux univers. Et dans le film, il y a une jeune fille qui va voir Lucchini se produire sur scène et elle dit ça à sa mère en rentrant dans le théâtre, qu'elle lui dira qu'elle a aimé sa prestation quoi qu'il se passe, même si c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu dis, toi, à tes amis, si jamais tu sors d'une projection ou d'une pièce que tu n'as pas aimée? Il y a Pierre Ninet qui a dit récemment que lui, il s'entraînait justement à avoir des réponses qui ne blessent pas. Et comment est-ce que tu réagis, toi, si jamais tu vois une pièce qui t'a pas plu? Et que c'est mes amis? Ouais, ça a dû arriver. Bah oui, moi je dis quand même. Hein. T'arrives à te dire la vérité? Ouais. Je dis la vérité, mais en mettant en avant aussi ce que j'ai aimé du travail. Mais je crois que je suis assez sincère dans... Après, si vraiment j'ai trouvé ça vraiment affreux, révoltant et tout, je reste pas. Ok. Mais sinon, j'arrive à dire. C'est courageux. Ouais. Je pense que tout le monde n'arrive pas à le faire. Mais quand même, je mets en avant hein, les trucs bien, parce qu'il y a toujours des trucs bien dans le travail, quoi. Mais ouais. Mais c'est précieux en tout cas d'avoir des vrais retours d'amis. Après, je suis assez bon public hein, quand même, aussi. Et pour terminer cette interview, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui écoutent donc cet échange et pour leur donner envie d'aller voir Victor comme tout le monde? Je pense qu'on apprend peut-être des choses sur Fabrice aussi et que c'est quand même la dernière chose que Sophie Fillière a écrite et que ça vaut vraiment le coup, quoi. Exactement. Merci beaucoup Suzanne Debec d'avoir pris le temps de participer à cette interview. Et je le rappelle, Victor, comme tout le monde, est actuellement en salle, donc ne tardez pas à aller le voir.
Merci beaucoup. Merci.